Nous allons donc commencer cette première séance avec deux conférencières, Geneviève Maheu-Pelletier. Geneviève Maheu-Pelletier est vice-rectrice adjointe à l'enseignement à l'Université de l'Ontario français, l'UOF, où elle met à profit plus de 20 ans d'expérience pour faire progresser l'éducation postsecondaire en français en contexte minoritaire. Elle est spécialiste de la conception de programmes, de l'accompagnement pédagogique, de l'intégration d'approches numériques et expérientielles, et elle œuvre à rendre les formations plus accessibles, pertinentes et ancrées dans les besoins des apprenants, mais aussi des enseignants d'ailleurs. Elle a exercé dans des établissements universitaires aux États-Unis, en France, au Canada, et ses publications se trouvent dans plusieurs revues importantes sur l'enseignement supérieur, telles que Teaching in Higher Education et la revue canadienne sur l'avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage. Et nous avons aussi Aline Makamba Kapasa, qui est originaire de la République démocratique du Congo, qui est étudiante en 3e année de communication et médias numériques à l'UOF et qui est actuellement responsable du département de communication de l'association étudiante. Curieuse des enjeux liés à l'intelligence artificielle, elle a animé une série de podcasts et participé au concours d'élite à langue explorant l'impact de l'IA dans les métiers de la communication et de l'éducation. Et il y a un troisième conférencier qui malheureusement n'a pas pu venir, Irenaba Olusegun Akobi, qui donc malheureusement n'est pas avec nous. C'est aussi un étudiant en communication et médias numériques et il est l'auteur de plusieurs articles sur l'intelligence artificielle générative, particulièrement sur son impact sur l'apprentissage et le milieu académique. Je vais vous céder la parole pour, si j'ai bien compris, une présentation à 2 voix. Merci. On va peut-être avoir du mal à se passer le micro parce qu'il y a des parties de notre présentation qui est vraiment formée, en fait, c'est un dialogue. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire, Aline. Essayons voir. Si on passe en micro, est-ce que vous m'entendez bien? Mais en ligne, c'est comme ça. D'accord. D'accord. Bon, bien, Aline, on va se tenir toutes proches l'une de l'autre pour les parties où on est toutes les deux. OK. Alors, rapproche-toi avec moi. Je vais aller chercher mes notes. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Donc, je vais passer d'abord la parole à Aline et puis, si tu veux bien, Aline, me passer le truc ici. Voilà. On peut se faire avancer nos propres slides. Tu y vas? Prochaine slide. Allons-y. Alors, bonjour à tous. Voilà, pour cette première slide, on va essayer juste de vous présenter comment l'utilisation transparente de l'IA générative. On a 3 logos qu'on utilise généralement. Le premier plutôt, ça représente lorsqu'un travail est fait uniquement avec les cerveaux humains. Donc, c'est quelqu'un qui génère, qui crée son travail, qui les rédige et qui les fait. Le deuxième, c'est lorsqu'un texte ou quelque chose a été généré par l'IA sans pour autant avoir le recours à l'être humain. Et le troisième, ici, comme on voit le mélange entre les deux, c'est la génération d'un travail ou la réalisation d'un travail avec l'aide ou l'accompagnement de l'intelligence artificielle générative. Voilà. Cerveau branché, savoir briller. Repenser l'intelligence artificielle, repenser l'apprentissage à l'ère de l'algorithme. Je vous rends la parole. Alors, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage du point de vue des étudiants. Donc, c'est pour ça que Aline et Irenaba ont joué un rôle essentiel dans la préparation de cette présentation. Et puis, on s'interroge, en fait, on a envie de s'interroger avec vous sur
quelle est la réalité? Quels sont les usages réels que les étudiants en font aujourd'hui? J'imagine que tout un chacun dans la salle, vous avez votre petite idée sur l'IA générative dans le monde de l'éducation, mais aussi peut-être vous avez peut-être aussi un petit peu le pouls sur l'utilisation qu'en font les étudiants. Mais aujourd'hui, on va attendre d'eux directement pour voir un peu si on parle finalement, est-ce que leurs cerveaux sont branchés à 100%? Est-ce que ça veut dire que leur savoir devient brouillé? Ou est-ce que finalement, le portrait de la situation est peut-être un petit peu plus compliqué que ces deux extrémités, si on veut, dans le continuum des utilisations? D'accord. Alors, avant de commencer, on a un questionnaire, on a un woodclap. Si vous pouvez vous connecter et essayer de répondre à la première question. Donc, voilà. Quand vous pensez à l'intelligence artificielle générative, est-ce que vous vous sentez plutôt branché ou débranché des liens? La question n'est pas lancée. Question n'est pas encore. S'il vous plaît, la technique. Merci. Lancez la question. Ça fonctionne. Start. Oui. Voilà. Sans débrancher. OK. OK, parfait. Quand vous pensez à l'intelligence artificielle générative, vous sentez-vous plutôt branché, débranché ou entre les deux? Alors, vous avez le choix de placer le curseur. Si vous êtes branché, vous êtes plutôt ici, débranché ici ou entre les deux, vous mettez au milieu. Oh, wow. Il y a beaucoup de branchés, intéressant. OK. Si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Juste retourner à la présentation. On va faire la deuxième question un peu plus tard. Merci. Alors, voilà, le paradoxe de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de l'intelligence artificielle, on a des personnes qui sont plutôt, qui ont peur, méfiants, et qui se disent, mais ça, c'est quoi la suite? L'étudiant semble un peu plus autonome, il fait les choses par lui-même, il va rédiger, il va utiliser l'IA et à la fin, l'éducation change, les pratiques changent, les pratiques d'apprentissage et même d'enseignement aussi changent. Et il y a des gens qui sont assez méfiants ou des gens qui s'adaptent et qui les prennent à mains ouvertes. OK, alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des perspectives étudiantes. Les étudiants qui ont choisi dans leur pratique d'être branchés à l'intelligence artificielle, certainement que les professeurs vont se dire, mais ils sont autonomes, ils font les choses de leur manière et que pensent-ils de l'intégrité et de toutes ces questions? Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une perspective d'étudiante où les étudiants utilisent l'intelligence artificielle et ils sont conscients des risques et des avantages autour de ça. Alors ça, c'est une statistique de Langlois et ses collègues qui a été réalisée en mars et en avril 2025. Ici, on peut montrer l'adaptation des étudiants, l'adoption plutôt de l'IA dans les universités et les cégeps. Alors, dans les universités, on voit assez une différence entre l'utilisation de l'IA par les étudiants et par les professeurs. Ici, c'est un peu plus rapproché, mais c'est quand même aussi assez... On voit que les étudiants ont adopté l'IA un peu plus rapidement et ils ont, entre guillemets, une longueur d'avance, si je peux le dire. Est-ce que tu peux parler aussi de
Différents groupes étudiants. Oui, alors, merci de me rappeler. Alors, dans cette statistique ici, ça prend en compte des étudiants en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques qui, eux, dans leur pratique, utilisent un peu plus l'intelligence artificielle que les étudiants en sciences humaines, en droit ou autres. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans cette statistique, s'il vous plaît. Alors, l'usage des étudiants rapportés. Selon nos sources et les tests que nous avons lus, on voit que c'est départagé en deux, l'aide à l'apprentissage et la création de contenu. Pour l'aide à l'apprentissage, les étudiants utilisent plutôt pour résoudre des problèmes, définir des concepts, compléter les notes de cours, s'entraîner à des questions d'examen et à réexpliquer les parties de la matière qui ont été moins claires. Alors, cette troisième utilisation résonne en moi parce que parfois j'ai tendance à utiliser l'IA. Je me rappelle, il y avait un cours où il y avait un concept d'affordance et il fallait étudier l'affordance dans l'intelligence artificielle. C'était un peu plus compliqué pour moi. Je suis partie chez ChatGPT, je lui ai dit, mais explique-moi le concept d'affordance en intelligence artificielle comme si j'avais 5 ans. Et du coup, là, il a utilisé des mots d'enfant. Et après, j'ai dit, OK, comme si j'étais au collège, comme si j'étais un étudiant à l'université. Et progressivement, j'ai mieux compris les concepts plutôt que d'avoir une définition d'un auteur et avec des mots assez lourds. Alors aussi pour la traduction, surtout avec des tests en anglais, français vers l'anglais. Les soutiens à la rédaction, ça aussi on l'utilise beaucoup. Est-ce que mon texte est un peu plus cohérent? Est-ce qu'il faut que je change la syntaxe? Est-ce que la grammaire est correcte ou pas? Alors dans la création de contenu, on voit aussi générer des idées de départ. Alors pour celui-là, j'ai un exemple, c'est que j'avais un travail en recherche et le professeur nous avait demandé de trouver un sujet de recherche et il fallait qu'on puisse fournir une bibliographie d'assez de 20 articles. Alors, je ne voulais pas m'attarder sur ces travails-là, sincèrement, étudiante que je suis. J'avais 2 sujets et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me dire, de ces 2 sujets, lesquels j'aurais plus de sources, lesquels a été un peu plus travaillé et je sais que je ne vais pas traîner ou souffrir pour trouver des sources. Alors, il m'a donné, OK, entre les deux, voici cette question. Si tu y vas, tu auras un peu plus de facilité à trouver des sources. Alors, ça, c'est une utilisation que nous avons aussi. Résumer des textes ou identifier des idées principales. Aussi, générer des notes pour une présentation orale. Alors, on va faire un PowerPoint, on va faire un texte, on va rédiger un texte et on va lui dire, OK, quelles sont les notes, quels sont les points saillants que je peux ressortir. Rédiger des paragraphes et des tests, ça, moins conseillé, mais bon. Analyser un texte aussi et trouver des paragraphes ou même le reformuler. Ça, ce sont les usages actuels dans l'aide de l'apprentissage et dans la création de contenu. Alors, on a aussi dans le contrôle des qualités, harmoniser les travaux finaux d'une équipe. Ça, on le fait souvent. Je rédige un texte et je demande, est-ce que ce texte est cohérent? Est-ce que la structure de mon travail répond à la question? Est-ce que les choses sont bien agencées? Alors, l'IA va nous répondre. Et aussi, réviser un texte, l'orthographe, la syntaxe, la sémantique, la stylistique, comme on l'a dit. Gagner du temps et gagner en temps et en productivité aussi. Dans la recherche, on va dire, les étudiants l'utilisent aussi pour trouver les références. Hier, j'ai discuté avec Madame Geneviève, je disais que cette pratique, certainement, certains l'utilisent, mais c'est moins conseillé parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle génère de fausses références. Et il y a une de mes enseignantes qui m'a dit, Aline, ChatGPT aime parler de lui. Alors, je me suis dit, OK, comme il aime parler de lui, mieux vaut aller vers lui pour lui poser des questions sur lui. Et je lui ai posé la question hier dans les trains, pourquoi tu donnes aux gens des fausses références? Et il m'a répondu, il m'a dit, je suis désolée, c'est pas de ma faute si je génère des fausses références. Certainement, c'est parce que la personne qui m'a posé la question n'a pas précisé qu'il fallait que je parte faire une recherche sur Google. En fait, il nous renvoie la faute. Et il me dit, OK, parce que dans mon algorithme, je ne peux pas ne pas savoir et je ne peux pas ne pas donner une réponse. Alors, si je ne pars pas chercher sur Google, je crée autant pour toi d'avoir une réponse. Et c'est pour ça qu'il y a même un étudiant qui avait fait
une présentation avec une source et le professeur lui a dit, mais cet article ici est intéressant, j'aimerais bien avoir les sources pour essayer d'aller en voir plus. Et c'était de ChatGPT. Et elle a galéré pour dire au professeur que voilà, certainement c'est un article qui a l'air intéressant, mais c'est faux. Et résumer des textes aussi, analyser un texte et aller plus loin dans la quête d'informations. Moi, je me rappelle que je faisais un exercice j'avais un travail, je devais trouver des articles et sur ce que j'avais trouvé, j'ai demandé à ChatGPT si je pouvais avoir un peu plus d'articles. Il m'a donné une source. Dans ces cas-là, c'était une vraie source et c'était un peu plus intéressant que ce que j'avais déjà trouvé. Donc, aller plus loin dans la quête d'information aussi, tant qu'il dit la vérité, c'est bon. Alors, on a les témoignages des étudiants. Nous sommes allés autour de l'université, on a posé aux étudiants des questions. Vous pouvez visionner, s'il vous plaît. L'usage que je fais généralement des IA génératives dans mes devoirs, dans mon quotidien en tant qu'étudiant. J'insère tout le temps mes devoirs avec l'instruction du professeur et le barème pour qu'il me donne une note approximative de mon devoir et qu'il voit s'il y a des problèmes et des corrections à faire. C'est-à-dire lorsqu'un examen approche et qu'il y a beaucoup de leçons à réviser, j'aime utiliser l'IA comme un test. Je l'utilise pour qu'il me donne des questions, par exemple vrai ou faux, des questions de réflexion ou des questions à réponse courte. Alors, comment est-ce que j'utilise l'IA générative? Je l'utilise surtout dans la correction de textes pour corriger mes devoirs. Pour éliminer les tâches que je peux éliminer facilement sans pour autant affecter ma performance globale. Certaines tâches prennent beaucoup plus de temps que le rendu qu'elles donnent et je pourrais me concentrer sur d'autres tâches si j'élimine ça avec l'IA. On peut retourner à la présentation, s'il vous plaît? We're fucked. Voilà. Retour sur notre présentation. Après les témoignages d'étudiants, on va parler des risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le premier risque qu'on a relevé de nos sources également, c'est la perte de l'autonomie intellectuelle. Parfois, on a cette dépendance-là à se dire, OK, je ne vais pas prendre la peine de réfléchir sur ça, juste ChatGPT, il va juste me donner la réponse et ça sera un peu plus vite. Et la perte des capacités à apprendre par soi-même. Ça, c'est un risque aussi de ne plus avoir cette pratique-là d'aller faire la recherche par nous-mêmes sur Google ou dans les bases de données et de juste demander à ChatGPT de les faire à notre place. Et la non-conformité aux objectifs des enseignants d'enseignement. Pour ces cas ici, j'avais un cours en transdisciplinarité et la transdisciplinarité, c'est un concept assez complexe et ChatGPT ou les IA sont forts avec des concepts qui sont singuliers. Voilà, je vais lui demander, parle-moi de la biologie, il va me parler de la biologie. Mais si je lui demande, OK, parle-moi de la biologie dans tel cours, dans tel cadre, dans telle science, comment ça se mélange, alors là, il se perd. Et en transdisciplinarité, j'avais un travail à faire. Et c'était tellement complexe que si je partais vers lui, en fait, je me perdais de ce que le professeur avait dit. Et là, je me suis rendu compte, même avec ces travaux-là, que pour utiliser l'IA de manière à bon escient et de manière efficace, il faudrait au préalable suivre le cours, apprendre, écouter ce que le professeur a dit et l'utiliser comme assistant ou pour essayer de développer les idées. Mais on ne peut pas partir vers ChatGPT comme base et essayer de les remplacer les professeurs, parce que c'est impossible, on va finir avec un 0. Alors, et aussi par la non-conformité aux objectifs des d'enseignement plutôt. J'ai un exemple, Madame Geneviève, c'est pas vraiment dans le cas d'enseignement, mais il y a quelques mois, on avait une bourse à l'université et il y a quelqu'un qui m'a proposé d'appliquer. Alors, il y avait un critère, il fallait rédiger une lettre. Et mon collègue m'a dit, OK, dès que tu finis la rédaction de ta lettre de motivation, reviens vers moi, je vais faire une relecture pour toi. Ça, c'est ce qu'on faisait. Et ChatGPT, là, on les fait de moins en moins. Alors, je me suis dit, OK, je ne vais pas l'embrouiller, je vais juste rédiger mon texte et je vais
utiliser l'IA pour essayer de corriger les fautes. Alors, j'ai rédigé mon texte, j'ai utilisé l'IA. Elle a plutôt modifié pour moi l'orthographe, la syntaxe et tout ça. Et j'ai soumis et j'ai pas eu la bourse. Alors, la personne qui m'avait proposé de corriger m'a dit, mais je t'avais dit de venir vers moi pour essayer, pour que je puisse relire pour toi ton texte. Alors, cette fois-ci, également, il y avait une deuxième bourse. J'ai couru vers lui pour aller faire la relecture. Mais ce que j'ai retenu de là, c'est que lorsque j'ai fait la relecture avec lui maintenant et quand j'avais utilisé ChatGPT, c'est que maintenant, il m'a dit, OK, voilà, la structure de ton travail, c'est correct, mais cette information devait venir avant. La manière dont tu as agencé tes idées ici, c'est pas correct. Celle-ci doit passer avant. Retire cette information, c'est trop. Alors, quand j'ai utilisé l'intelligence artificielle, il n'y avait pas tout ça. C'était juste, OK, l'accent ici, virgule par là, point par ici. Et il n'y avait pas cette partie, comment je vais dire, d'analyse des structures et même cette partie pointueuse qu'on n'a pas avec l'intelligence artificielle. Alors ça, j'ai appris de mes erreurs. L'infraction à l'intégrité académique, surtout on a parlé avec le source aussi, le manque de connaissances et d'encadrement, et on a aussi des préoccupations environnementales aujourd'hui. Voilà. On a le témoignage d'une autre amie Zainab qui a parlé de cette fait qu'on est figé par la peur de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Elle va nous parler de la stigmatisation. Si on peut juste faire play et écouter. Donc, ce que j'aimerais que les professeurs fassent d'abord, c'est d'enlever cette idée que tout étudiant qui utilise l'IA, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il a généré son devoir à 100% à l'IA et que ça doit être cliché. Parce qu'à chaque fois que je dis devant un professeur ou bien un étudiant que j'utilise l'IA, ils ont un regard que ouais, c'est une tricheuse ou d'une manière comme ça. Il faut encourager les étudiants à utiliser l'IA, mais d'une bonne manière, d'une manière instructive, éducative et non pour tricher parce que l'IA c'est pas pour tricher mais c'est comme un outil d'apprentissage et non un outil de fraude et de tricherie. Donc il faut juste apprendre. Ouais. Merci. On peut retourner vers la présentation. Merci beaucoup, Aline. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que Aline nous a présenté et puis le témoignage des étudiants qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y a un alignement assez proche, en fait, entre ce qu'ils nous rapportent faire au jour d'aujourd'hui et ce que les enquêtes toutes récentes ont démontré aussi. Les étudiants de l'UOF et dans la littérature parlent également du manque d'encadrement. Ils savent pas trop, un peu comme l'étudiante ici en parlait, ils savent pas trop comment se positionner par rapport à l'IA parce qu'il y a la peur que ça va être mal perçu ou que quelque chose qui soit accepté ou même encouragé dans certains cours ne le soit pas dans d'autres. Alors, il y a cet encadrement-là dont les étudiants parlent beaucoup également, pour finalement en arriver à une utilisation transparente de l'IA avec, si je peux dire, en compagnie du professeur et non en catimini, si on veut. Donc voilà, maintenant j'aimerais qu'on fasse une petite transition vers une réflexion pédagogique de qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça. On a vu tout à l'heure qu'en ce qui concerne l'utilisation de l'IA, les étudiants sont en avance des professeurs. L'enquête de Langlois et collègues nous semble indiquer que c'est peut-être moins le cas en milieu universitaire que ce l'est en milieu collégial. Il n'explique pas nécessairement pourquoi. Alors moi, une des questions que je me pose, c'est, je me demande, étant donné que ce sont des enquêtes où les gens, rapportent leur utilisation, si c'est pas peut-être aussi lié à la peur et que peut-être que dans certains milieux plus que dans d'autres, on en parle davantage ou c'est moins tabou. Alors, à ce moment-là, évidemment, l'utilisation rapportée de l'IA est peut-être un peu plus élevée, mais j'ai du mal à croire que les étudiants des cégeps et collèges l'utilisent moins que les autres parce que, en tout cas, ce qu'on voit même dans les écoles secondaires en ce moment, c'est que l'IA est un peu partout. Donc,
on aimerait vous poser une nouvelle question. Pour celle-ci, étant donné qu'on a utilisé la version gratuite de WooClap, on a un deuxième sondage, donc vous devrez refaire le scan, je crois. Non, c'est pas ça? OK. Bon, j'ai rien dit. En tout cas, rendez-vous au sondage en suivant le code QR que vous voyez ici, si ce n'est pas déjà fait. Et cette fois-ci, la question qu'on a à vous poser, c'est d'accord ou non, les technologies déchargent les personnes étudiantes d'efforts qui pourraient néanmoins contribuer à leur apprentissage. Donc, si on peut pivoter vers le sondage, s'il vous plaît. Vous voyez bien, vous avez la possibilité de participer au sondage? Oui, c'est bien. Alors, je vous rappelle la question. D'accord ou non, les technologies déchargent les personnes étudiantes d'efforts qui pourraient néanmoins contribuer à leur apprentissage? Alors, ça varie un petit peu. On voit que on a quelques personnes à chaque extrémité ou presque de la question. Mais bon, on est plutôt d'accord que à la fois, en fait, la question est compliquée à répondre avec un d'accord ou non, mais il reste que, dépendamment de comment on interprète la question et comment on se positionne aussi par rapport à la question, les opinions varient et puis on n'a pas, disons, de consensus encore sur ces questions-là. Alors, merci de votre participation. On peut pivoter de nouveau vers la présentation. C'est moi qui contrôle ça. Voilà. Donc, plutôt que de... J'essaie de voir comment me positionner pour pas toujours avoir le dos à vous, mais en même temps, voilà. OK. Bon, alors, toujours de Langlois et collègues. Donc, c'est une étude qui est parue récemment en 2025, qui a été menée en 2024. Ils ont comparé la perception du personnel enseignant vis-à-vis de l'utilisation de l'IA. Et puis, on voit que quand même, les opinions négatives continuent à proliférer, tant au niveau collégial, peut-être un peu plus en fait au niveau collégial, on est à 50%, et quand même 44% en milieu universitaire. Les personnes neutres, quand même, comptent pour à peu près un tiers des répondants. Donc, on voit que je pense que si on faisait le sondage dans cette salle, on aurait peut-être des perceptions plus positives, étant donné qu'on est un groupe de pédagogues, mais il reste que on a du travail à faire aussi parmi nos collègues pour comme intégrer davantage l'IA de manière positive dans le processus d'apprentissage. Donc, je voulais vous parler un petit peu du référence de compétences en IA pour enseignants qui a été développé par l'UNESCO, que je trouve très intéressant d'abord parce que sur l'angle horizontal ou sur la partie horizontale du tableau, on voit qu'on nous encourage à nous engager dans un processus d'apprentissage nous-mêmes, c'est-à-dire il y a une progression au niveau de notre compréhension des outils et de nos habiletés à les utiliser. Donc, à partir du niveau d'acquisition jusqu'à l'approfondissement des outils et la création à partir de ces outils. Je voulais attirer votre attention particulièrement sur l'aspect numéro 4, qui est la pédagogie de l'IA. Donc, on a toutes sortes de responsabilités. Finalement, comme personnel enseignant, on doit nous-mêmes mieux comprendre et mieux utiliser les outils, probablement dans notre vie professionnelle, mais aussi en termes de pédagogie, on a la responsabilité de les intégrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignement assisté de l'IA, c'est quelque chose qui est dans nos vies présentement, entre autres Moodle l'intègre, et il y a plein d'autres outils comme Claude et autres qui existent, Perplexity. Enfin, j'oublie les noms d'outils, honnêtement, là, avec mon petit stress du matin, les outils qui sont conçus pour assister la démarche pédagogique, mais il y en a beaucoup également. Vous voyez que j'ai du travail à faire moi-même pour progresser dans ce référentiel. Et après, ben, c'est aussi d'intégrer, en fait, c'est un peu le message qu'on passe aujourd'hui, c'est la partie numéro 2 où on approfondit, intégrer l'IA à la pédagogie. Puis on va en parler
très brièvement, mais on va en parler quand même dans quelques instants. Puis aussi, se tenir au courant de ce qui se passe et puis évoluer et faire évoluer sa pratique en intégrant l'IA. À partir de maintenant, on sait tous que c'est quelque chose qui est plus ou moins inévitable. Donc, le référentiel nous aide un petit peu à peut-être nous-mêmes organiser, structurer notre rapport à l'IA par rapport à notre rôle d'enseignant en se disant que même si on est des néophytes et qu'on commence dans ce domaine, qu'il y a c'est l'idée de développement professionnel qui compte et l'idée aussi que on va devoir évoluer de façon constante maintenant avec l'IA à nos côtés pour enrichir notre pédagogie. Comment le faire? Moi, je pense que finalement, comme conseillère pédagogique, je me suis dit, l'IA, c'est peut-être le moment de l'histoire de l'éducation où on va finalement être obligé, dans le monde collégial et universitaire, de se distancer une fois pour toutes du modèle de transmission des connaissances vers des pratiques pédagogiques assez simples, mais qui datent. On voit que Biggs a fait sa taxonomie solo il y a déjà une trentaine d'années, mais qui n'est pas nécessairement connue dans tous les raccoins de l'université ou du collège. Donc, l'idée finalement de principe d'alignement pédagogique qui n'a absolument rien à voir avec la technologie, mais qui est la base de tout ce qu'on fait et qui nous permet aussi peut-être de repenser notre pratique pédagogique avec l'avènement de l'IA. Donc, comme vous le savez, tout part d'un objectif d'apprentissage et les activités pédagogiques et les stratégies d'évaluation sont alignées à ces objectifs qui normalement sont formulés de manière active, de manière concrète et observable. Alors, la question qu'on se pose, c'est dans ce processus-là, avant même d'aller trop loin dans notre démarche pédagogique, de se poser la question comment l'IA peut soutenir cette démarche-là. Et donc, est-ce qu'il y a lieu, par exemple, d'inclure l'IA dans les objectifs d'apprentissage? Il y a certains professeurs qui le font déjà. C'est-à-dire, à une époque, il fallait faire des recherches documentaires pour s'informer sur un sujet quelconque. Il fallait aller à la bibliothèque, dans mon temps à moi, pour trouver les bonnes ressources. Après ça, ça a été Google et maintenant, c'est l'IA. Alors, est-ce que ça change finalement l'objectif d'apprentissage? Qu'est-ce que tu en penses, Aline? I put you on the spot. C'était pas prévu, la pauvre. Non, c'est pas grave. Mais je dirais plutôt un mélange des deux, de trois. Aller à la bibliothèque aussi, c'est pas mal. Utiliser Google, c'est pas mal. L'IA aussi. Je trouve qu'il faut il faut juste trouver un juste milieu entre les trois. Et comment faire en sorte qu'on apprenne un peu plus efficacement en utilisant toutes les ressources que nous avons. À l'époque, il y avait que la bibliothèque, il fallait se déplacer. Aujourd'hui, on a Google Scholar, on a Kern et Eridi et tout ça. Et on a l'IA à côté. Juste, je pense que on doit être un peu plus intelligent et avoir un peu plus de connaissances, tellement on a beaucoup plus de ressources maintenant qu'avant. Je te remercie pour ça. Alors, voyons un peu comment d'autres pédagogues y ont réfléchi à cette question. Vous êtes à main levée, qui connaît la taxonomie de Bloom? Bon, à peu près tout le monde, évidemment. Donc, la taxonomie a été adaptée par Oregon State University pour prendre en compte quelles sont les capacités qui sont spécifiques à l'IA générative, qui nous déchargent peut-être en tant qu'être humain de certaines tâches cognitives qu'on peut faire en collaboration avec l'IA. On a ajouté aussi la deuxième moitié du triangle ici pour nous rappeler que l'IA devient finalement un partenaire cognitif dans toute cette histoire. Donc, si on est au bas de la pyramide,
Évidemment, se rappeler d'une information aujourd'hui, c'est peut-être pas mal moins important que ça l'était à une certaine époque, mais déjà, au début des années 2010, il y avait des travaux qui parlaient de l'arrivée d'Internet et des moteurs de recherche comme Google qui finalement changeaient notre rapport au savoir dans le sens où l'idée maintenant, ce n'est plus de se rappeler d'un fait, mais de se rappeler comment nous l'avons trouvé. OK? Donc, avec l'IA, ça change encore. Maintenant, la recherche est tellement poussée qu'il faut peut-être se rappeler, par exemple, des prompts. Pourquoi je n'ai pas le nom en français? Des requêtes, merci. Les requêtes qu'on a utilisées qui nous ont donné des bons résultats pour pouvoir soit y retourner une prochaine fois ou bien sûr, d'avoir emmagasiné les informations quand on a la version payante de ChatGPT, par exemple. Donc, évidemment, se rappeler d'une information factuelle, c'est probablement beaucoup moins important aujourd'hui, bien que ça joue un rôle si on veut développer, évidemment, notre capacité à appliquer certaines notions. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Aline, hein? Si tu veux étudier un concept que tu ne connais pas du tout, comme la transdisciplinarité, l'IA peut te donner quelque chose, mais si tu ne comprends pas ce que tu reçois, ou peut-être même ce que tu reçois ne fait aucun sens, parce que l'IA n'a pas la capacité de savoir si ce qu'il dit fait du sens, il faut que toi, tu puisses faire finalement la distinction entre les deux. Donc, j'aime bien cette façon de revoir la taxonomie de Bloom qui nous permet de repenser un peu nos objectifs d'apprentissage en prenant l'IA en compte dans tout ce processus. Alors, par exemple, l'IA peut facilement comparer, différencier des données, nous les mettre aussi en forme synthétique, dans des tableaux, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas des choses qu'on a besoin de faire soi-même. Par contre, penser et raisonner de manière critique dans les domaines cognitifs et affectifs, on oublie souvent le domaine affectif hein, quand on parle de la taxonomie de Bloom, mais c'est certainement un des domaines ou peut-être le domaine où l'IA est moins adaptée pour rendre compte de tout le domaine socio-affectif de l'apprentissage. Donc, je pense qu'Aline l'a démontré aussi, c'est qu'il faut que l'humain soit dans ce processus pour voir, pour vérifier en quelque sorte si les données que l'IA compare, différencie, etc., sont factuelles, mais aussi répondent aux besoins spécifiques. Et dans le cas d'un contexte d'apprentissage, est-ce que ça va m'aider à rencontrer les objectifs d'apprentissage ou bien ça va m'amener ailleurs complètement? Il y a toute la notion aussi de réflexion métacognitive là, en haut de la pyramide. Bien sûr, l'IA peut faker des, des réflexions métacognitives, mais je pense nous, comme êtres humains, on le voit assez facilement lorsque c'est quelque chose qui est généré de façon un peu hors contexte versus le vécu vraiment réel d'une personne. Donc voilà. On a une autre question pour vous. Je pense que c'est peut-être la dernière, l'avant-dernière. Bon, c'est vrai, on en a une, on a un billet de sortie également. Alors, la question cette fois-ci, ça concerne les enjeux d'intégrité académique. Et voilà la question. Les enjeux d'intégrité académique dans le contexte de l'IA générative concernent autant l'apprentissage que les pratiques d'enseignement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On a encore une question en deux temps. Je me rends compte que c'est peut-être pas... C'est la deuxième. C'est là où on change ici qu'on change de code QR. Vous pouvez juste sortir de là. D'accord. Merci. Non. Deux dernières questions. Merci. Voilà. On commence à être un peu plus expert. C'est bon? Y arrivez-vous? Pas encore? Ah, voilà. C'est bon maintenant? OK. Alors, la question, les enjeux d'intégrité académique liés à l'IA générative touchent autant l'apprentissage que les pratiques d'enseignement. Alors, vrai, plutôt vrai. C'est bien. Alors, je suis contente de voir ça.
En fait, quand on lit dans les médias ou qu'on entend des conversations dans le train ou ailleurs par rapport à l'IA et puis la notion d'intégrité académique, souvent le discours, c'est que les étudiants trichent, hein? Alors que dans le fond, le message que nous avons, que nous voulons mettre de l'avant, c'est que oui, les étudiants en ont la responsabilité dans une large mesure, mais c'est aussi dans nos façons de présenter les notions et aussi si on revient au principe d'alignement pédagogique, qu'est-ce qu'on évalue et pourquoi on l'évalue finalement? Donc, on peut pivoter vers la présentation, s'il vous plaît. Oups. Voilà. Alors, je pense que l'étudiante de tout à l'heure dans la vidéo nous encourageait à penser dans le sens où ce qu'on a de besoin finalement, c'est une grande transparence dans la démarche. Parce qu'on sait tous que maintenant, le savoir ou l'accès au savoir est instantané, ce qui fait que nous, comme personnel enseignant, on doit absolument repenser notre posture par rapport à l'évaluation, par rapport au savoir et par rapport à l'évaluation de ce savoir. Comme le rappellent Langlois et ses collègues, les récits des étudiants révèlent une logique d'apprentissage par interaction qui déstabilise les formats basés sur la mémorisation ou la conformité. Donc, c'est l'interaction avec leur pairs, mais c'est aussi l'interaction avec l'IA qu'on doit prendre en compte de nos jours. Donc, l'intégrité académique se joue désormais dans cette transparence du processus d'apprentissage, plus que dans une tâche d'évaluation, on va dire conventionnelle, et puis qu'on attend et qu'on espère que les étudiants ne tricheront pas si on veut. Alors, avant de conclure, je vais repasser le micro à Aline qui aimerait nous parler d'une situation d'apprentissage inadaptée. OK, merci pour la parole encore. Merci pour cette belle présentation. Au fait, pour revenir sur une situation d'apprentissage IA adaptée, en gros, je vais juste vous donner un exemple de ce que j'ai vécu. Et pas plus tard que la semaine dernière, cette semaine même, le lundi, je devais rendre un travail de droit. Et le travail consistait à ce que je puisse rédiger un contrat. Et le professeur avait donné de textes et de clauses partant de deux parties. Il y avait un prestataire plutôt, et un client. Et il a donné des attentes de deux côtés. Il fallait que moi, je puisse rédiger un contrat partant de ce que je trouvais important et de ce que je trouvais nécessaire pour que le contrat soit équitable entre les deux parties. Alors, le professeur nous a clairement dit en classe que si vous prenez ces deux documents que je vous ai donnés et que vous les mettez dans un moteur de recherche ou intelligence artificielle, vous aurez un contrat tout fait. Ça, il nous a dit clairement. Et moi, quand il nous dit ça, dans ma tête, ça sonne comme, oh, OK, il sait que je peux les faire avec l'IA. Déjà, ça, c'est des 1. Il sait que si je les fais avec l'IA, c'est réalisable. Et de 2, ce qui sonne, c'est que je me dis qu'il n'attend pas que je lui donne un travail qui vient ou qui est totalement généré de l'intelligence artificielle, mais ce qu'il attend, c'est de voir ce que moi, je peux produire et ce que moi, je peux trouver important dans les deux situations. Et de quelle manière, moi, je peux produire un travail équitable partant des décisions que j'aurais faites de deux clauses. Et ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et dans la structure, dans sa manière de faire, il ne nous a pas dit non, n'utilisez pas ça. Oui, vous pouvez l'utiliser pour voir la structure. Oui, vous pouvez l'utiliser pour essayer d'avoir des grandes idées. Mais au fond, ce que je cherche, c'est de savoir comment vous allez rédiger ces contrats. Et ça, je trouvais que c'était rare aujourd'hui et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a poussé d'aller au-delà de ce que ChatGPT peut me donner. Certainement, ChatGPT peut me générer un contrat tout fait et je peux les rendre. Et peut-être j'aurai des points
il va trouver ça intéressant et il va dire, OK, d'accord, c'est bon. Mais à la fin, je n'aurais rien appris que lorsqu'il me dit, OK, tu peux le faire avec ChatGPT, mais va au-delà de ce que l'intelligence artificielle peut te produire. Va un peu plus haut que ça. Et en gros, il me dit, tu es capable de faire plus que ChatGPT. Et à la fin, je trouvais ça très intéressant que ce soit fait de cette manière-là. Et j'avais aussi un autre travail dans un autre cadre. C'était un peu numérique, mais le professeur nous avait clairement dit, utilisez ChatGPT et revenez vers moi, dites-moi comment vous l'avez utilisé. En gros, elle nous a pas dit n'utilisez pas l'IA. C'était un travail qu'on devait faire avec l'IA. Et elle nous a dit, parce que c'était une dame, revenez vers moi et je veux voir dans votre travail de quelle manière, quelle IA vous avez utilisé et de quelle manière vous l'avez utilisé. Qu'est-ce que vous avez dit? Quels sont les prompts, quelles sont les requêtes que vous avez données? Quelles sont les réponses que vous avez été faites? Et je veux aussi voir les réponses pour voir comment vous avez adapté les réponses dans vos propres travaux. Ça, c'était plutôt difficile parce que je devais rédiger un travail qui avait certainement basé de la réponse de l'IA, mais il fallait que je n'aie pas des traces claires de ce qui était de l'IA. Donc, pour moi, tu pars un peu plus profond qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut juste produire en 1 minute. Yeah. Alors, comme Madame Geneviève a dit, lorsqu'on entend parler de l'intelligence artificielle et même de l'intégrité ou de la responsabilité dans les pratiques d'IA, c'est souvent l'étudiante ou l'étudiant qui est taxé des tricheuses, plagiat ou autres. Mais en gros, en conclusion de ce que je vais dire ici, de ce que nous voulons dire, c'est que la responsabilité est partagée entre nous et l'enseignant, entre nous et l'enseignante, qui a elle aussi son devoir de nous dire comment nous devons les faire, quelles sont les pratiques que nous devons faire, comment utiliser l'IA, jusqu'où nous pouvons utiliser l'IA, jusqu'où ça devient un plagiat, quelle est la limite. Et de notre côté, nous aussi, nous avons cette responsabilité-là de l'utiliser à bon escient tout en respectant l'intégrité académique et même notre processus d'apprentissage. Ben, merci beaucoup, Aline. Je suis désolée. Voilà, donc je pense qu'on est tous conscients qu'on a dépassé le stade assez rapidement, en fait, hein, où on pouvait interdire l'usage de l'IA. On a même dépassé le stade où on peut le tolérer en se disant on n'est pas capable de savoir si oui, si non, si machin, si truc. Donc, comme le référentiel de l'IA qui a été proposé par l'UNESCO le démontre bien, on a maintenant la responsabilité de réapprendre à enseigner avec l'IA. C'est un travail, je pense, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui est pas, on n'a pas toutes les réponses, mais de le faire avec, comme les exemples d'Aline, nous le démontrent, c'est d'avoir une ouverture et c'est d'engager un dialogue aussi avec les étudiants pour mieux comprendre un peu leur utilisation et nous, de notre côté, de pousser la réflexion pédagogique pour dire, ben, comment on va l'intégrer de façon intentionnelle finalement, OK? Et puis finalement, je pense aussi que notre rôle d'enseignant n'a pas tant changé que ça. Notre mission demeure la même. Hein, depuis le temps des temps, on dit que notre mission ou notre ambition, c'est de former des esprits critiques. Et moi, je pense fondamentalement que ça reste. Aline nous démontre bien que son esprit critique, elle l'utilise constamment en s'engageant dans son processus d'apprentissage, dans les contenus d'apprentissage avec l'IA. OK? Et puis en étant capable de discerner, finalement, c'est un peu du discernement à savoir, est-ce que ça répond à mon besoin, oui ou non? Et puis d'apprendre, finalement, au fur et à mesure, un, comment mieux l'utiliser, et deux, aussi, comment garder, dans le fond, sa touche personnelle et puis sa démarche intellectuelle dans tout ce processus-là.
Donc, la vraie différence, peut-être, c'est que maintenant, il ne suffit plus de parler des vieux modèles qu'il faut jeter à la poubelle, ceux qui sont basés sur la transmission des connaissances. On en parle depuis longtemps dans les cercles pédagogiques. Mais là, je pense que c'est vraiment le temps de s'y engager pleinement dans ce dialogue, dans cette approche dialectique de l'enseignement où il y a un dialogue entre l'étudiant, le professeur et, qu'on le veuille ou non aussi, l'IA générative. Alors voilà, je pense qu'on a du temps pour une douzaine de minutes pour les questions. Alors allons-y. Une dizaine de minutes. Alors voilà. Oui. Je vais passer le micro si tu veux. Je l'amène tout de suite à Dominique. Voilà. Geneviève. En fait, la réflexion et les questions que je pose, c'est quand on arrive au niveau des études supérieures et de la recherche, la formation des jeunes chercheurs. Parce que même si on préconise l'usage de l'IA selon tous les paramètres que vous avez cités, que les étudiants vont mentionner, utilisation de l'IA ou assistée par l'IA, la question que je me pose, c'est que l'IA, d'une certaine manière, fait une synthèse très courte et rapide entre les sources primaires, les sources secondaires, et vous fait une sorte d'agrégation de tout ce qui a été publié. Et je viens de vivre en fait une situation très difficile parce que des étudiants à la maîtrise et au doctorat, en utilisant l'IA, n'arrivent plus quelque part à savoir c'est quoi l'originalité de ma problématique. Parce que, en fait, l'IA ne leur donne pas la même profondeur de l'interaction avec les textes primaires et secondaires qu'ils auraient eu pour vraiment articuler une problématique originale. Et donc, quand ensuite on fait évaluer un travail par un comité externe avec des experts qui, eux, depuis très longtemps, interagissent avec les sources, qui connaissent si le sujet a déjà été traité et que donc l'étudiant ou l'étudiante n'enfonce pas des portes ouvertes, je pense qu'on risque d'avoir, moi ça vient juste de m'arriver, c'est quand même un trauma là, pour l'étudiante, je veux dire, sujet à revoir, soutenance irrecevable. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la recherche, je pense qu'on va avoir ce problème où l'étudiant n'interagit plus, il interagit avec des synthèses, avec des résumés, mais il n'y a pas ce travail critique d'interagir avec le texte, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, je mets simplement ça sur le radar parce que moi, je viens de le vivre, c'est très difficile. Je n'étais pas, bien sûr, dans le comité, mais pour l'étudiant, je pense que c'est comment leur expliquer qu'il y a quand même une importance à interagir avec les sources et pas seulement se reposer sur les synthèses. Merci beaucoup, Dominique. Je pense que c'est plus une réflexion qu'une question. En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas comment on va utiliser. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on utilise ça en recherche? Mais merci énormément pour la présentation. C'était super intéressant de voir en dialogue aussi la perspective étudiante, la perspective de prof. J'avais une question concernant les données qui ont été présentées de l'Anglois. Savez-vous si des étudiants ontariens font partie de cette... Et c'est québécois, n'est-ce pas? Donc, je voulais juste vous ouvrir à une réflexion selon vous. Quels sont possiblement les enjeux particuliers pour les acteurs à la fois étudiants, les acteurs profs dans les universités et collèges franco-ontariens par rapport à l'IA générative? Est-ce qu'il a une perspective un peu différente, légèrement différente, des discussions différentes? Est-ce que vos profs possiblement touchent la question de dans quelle langue est-ce que vous collaborez avec cette IA? Je suis juste curieuse si ça touche possiblement vos expériences, le fait que vous travaillez en Ontario français. Merci. Je peux essayer. Alors, je vais plutôt répondre sur la question de la langue, principalement parce que ça m'est arrivé lorsque je devais travailler. J'ai fait le numérique, du coup, parfois c'est des codes et un peu de programmation et tout ça. Et notre professeur nous avait clairement dit comme ça, je suis à l'Université de l'Ontario français, mais elle nous avait dit que pour avoir de bonnes réponses ou de réponses un peu plus claires et efficaces de l'intelligence artificielle, il est préférable de poser des requêtes en anglais. Et donc, ça, c'était un défi pour beaucoup parce que certains d'entre nous ne parlons pas anglais ou très peu. Du coup,
il faudrait que je rédige ma requête en français, je pars vers la traduction, je les traduis, je reviens pour essayer de trouver, d'avoir un code pour concevoir une page ou autre. Donc ça, c'est l'un des défis. Vraiment, c'est surtout au niveau de la langue et certaines recherches aussi. Si tu dois faire peut-être des recherches pour, je sais pas, n'importe quel sujet, il est toujours préférable de passer par l'anglais avec l'intelligence artificielle parce qu'il y a un peu plus de ressources en anglais qu'en français. Donc, du côté franco-ontarien, c'est un peu plus compliqué dans l'essence de la langue plutôt. Irène Abba nous parlait aussi d'un outil, je pense que ça s'appelle Mistral, si je ne me trompe pas, un outil de l'IA générative qui a été créé en France, mais pour le moment, en tout cas, est moins bien développé, alors on a moins tendance à l'utiliser. C'est un cercle vicieux à quelque part, hein? Moi, c'est peut-être une réponse un peu plus philosophique, là, mais je pense que fondamentalement, en contexte minoritaire, nos enjeux minoritaires, ils sont souvent effacés des plus grandes discussions qui dépassent nos communautés. Alors, c'est là où toute la question de la pensée critique revient très rapidement pertinente parce que une IA peut nous donner génère des savoirs dominants, hein, à partir des algorithmes, mais peut nous donner des informations particulières ou plus spécifiques à notre contexte minoritaire lorsqu'on lui demande. Alors, il faut, être conscient de l'enjeu, 2, être conscient qu'il faut lui demander, et 3, bien entendu, aller vérifier si les informations sont aussi complètes qu'elles le seraient dans un contexte majoritaire. J'ai vu une main levée quelque part. Bonjour, c'est une réflexion en réponse à votre ajout. Il y a quelques années, pour la recherche documentaire, quand on enseignait aux élèves à faire une recherche documentaire et qu'on est passé des bibliothèques à la recherche Internet, on a intégré dans les apprentissages qu'est-ce que c'était Internet, les facteurs booléens, comment faire une recherche, comment les sites étaient référencés, etc. Donc ça s'intégrait. Et là, ma réflexion, c'était, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer comment fonctionne l'IA, finalement, dans les apprentissages, la base pour pouvoir, finalement, amener cet esprit critique aux élèves et aux étudiants. Comment ça fonctionne parce que c'est à la base de cette recherche documentaire. Voilà, c'était ma réflexion. Ça sera la dernière question. Je suis désolée. Merci. Chanteuse, oui. Merci Geneviève et Aline. Ma question, c'était pour n'importe qui vraiment, mais je me demandais si chez les étudiants, s'il y avait une conversation vraiment prominente autour des implications environnementales de l'utilisation de l'IA. Voilà, pour répondre à la question, oui, vraiment. Alors, c'est qu'on s'est dit entre nous, c'est commencer d'abord par supprimer les conversations que nous avons avec. Parfois, on a tendance à poser une question et puis à ouvrir un autre truc. Et tout ça, ça a des impacts sur l'environnement parce que ce sont des bases de données, voilà, tout ça qui vont détruire l'environnement à un certain niveau et d'une certaine manière. Alors, à notre niveau, c'est qu'on s'est dit, et c'est qu'on se rappelle tout le temps, et quand je vois peut-être l'ordinateur de mon ami, mais j'ai dit, OK, tu dois supprimer tout ça parce qu'à la fin, ça détruit l'environnement. Et ça, c'est pour répondre, c'est une partie de la réponse, mais on discute autour de ça et c'est un enjeu assez difficile pour le moment. Mais pour compléter aussi ce que la dame de l'autre côté a dit, oui, je parlais avec beaucoup de mes amis qui m'ont dit, lorsque je commençais à utiliser ChatGPT ou quand j'ai découvert l'intelligence artificielle, si j'avais un professeur avec moi qui m'avait appris comment rédiger des requêtes, faire des requêtes, comment utiliser l'IA, de quelle manière ou pas, il y aurait eu certaines erreurs que je n'aurais pas commises. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont dit ça et ça revient dans plusieurs discussions. Alors, on a découvert ChatGPT, on a appris des bouches à l'oreille. Une étudiante m'a dit, OK, on est parti comme ça. Mais en vrai, on n'avait pas autour de nous des enseignants qui vont nous dire, OK, voilà comment tu dois faire. Voilà où est-ce que tu dois t'arrêter. Voilà comment l'utiliser à bon escient. Voilà comment tu dois bien l'utiliser ou pas.
Alors ça, je ne les dis pas venant de moi, mais ce sont des discussions que j'ai eues avec beaucoup d'étudiants qui m'ont fait part de cette difficulté. C'est qu'à la fin, ils ont appris juste d'eux-mêmes et on n'a pas été d'une certaine manière accompagnés dans cet apprentissage. C'est pour ça qu'on se retrouve à commettre beaucoup d'erreurs. Et voilà. Merci. Merci à vous deux d'abord pour cette présentation extrêmement intéressante et dans le vif du sujet. Merci à tous pour vos questions. Vous avez maintenant une pause de 10 minutes au lieu de 20 minutes, mais on a commencé en retard. On reprend donc à 10h50. Dans cette salle ici, vous aurez 5 symposiums, tous les plus intéressants que les autres. Et dans l'autre salle, vous aurez une présentation donc sur une problématique d'inclusivité et les accommodations. Je suis en train de chercher mon titre. Les accommodations universelles dans un cours à grand effectif. Voilà, bonne pause.